Bonsoir. Au sommaire de ce journal, cette visite d'État, professeur Alpha Condé rentre du Libéria et de la Sierra Leone. Il s'est entretenu avec les présidents des deux pays au sujet d'Ebola. Une rencontre bilan à Cancan, les acteurs évoquent les acquis et ratés de la campagne agricole 2014, une campagne qui a subi le poids d'Ebola. 1000 poubelles pour débarrasser les rues de Conakry d'ordures. Le ministère de l'Environnement va repartir ce don entre les 5 communes de la capitale. Voilà pour les titres. Je compte sur ma sœur, sur son leadership et son expérience internationale. Voilà des mots prononcés par le président de la République à l'occasion de sa visite d'État à Monrovia. Professeur Alpha Condé est allé ce mardi à la rencontre d'Ellen Johnson Sirleaf. L'entretien avec la présidente libérienne a porté bien évidemment sur la gestion de l'épidémie d'Ebola. Professeur Alpha Condé s'est également rendu en Sierra Leone. Sanasi Keita. À Monrovia, la capitale libérienne, le président de la République, présidente en exercice de la Mano River Union, vient exprimer à la présidente Ellen Johnson Sirleaf et à tout le peuple libérien sa volonté et son soutien sans détour dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ici, les deux dirigeants ont témoigné de leur volonté à se donner la main en vue de mener une riposte coordonnée contre cette pathologie. Le peuple libérien s'est joint à moi pour remercier le président Condé pour tous les efforts qu'il ne cesse d'engager aujourd'hui à travers le monde pour la cause des 3 pays victimes d'Ebola. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons davantage renforcer nos méthodes de lutte pour vite circonscrire cette maladie dangereuse dans nos 3 pays. Le président de la République appelle la présidente Ellen Johnson Sirleaf à une synergie d'action dans le but de circonscrire le plus vite que possible le virus Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Nous estimons que le Libéria et la Guinée c'est le même pays et que s'il y a un problème au Libéria, c'est comme s'il y a un problème en Guinée. Je suis venu d'abord exprimer ma solidarité, ma sympathie, ma compassion à ma sœur, au gouvernement et au peuple libérien. Et de montrer que nous avons une destin commun dans l'épreuve que nous traversons actuellement. C'est ensemble et en parlant d'une même voix que nous serons forts et que nous pourrons obtenir ce que nous voulons. Et je compte sur ma sœur, sur son leadership et sur son expérience internationale de la Banque mondiale de PNUD pour davantage nous aider à obtenir le maximum de soutien. Reçu à Freetown avec tous les honneurs, le président de la République vient transmettre les mêmes messages de compassion et de solidarité au peuple frère et ami sierra-léonais pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Occasion pour le président Dr Ernest Bai Koroma de louer les efforts que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ne cesse d'engager en faveur des 3 pays de la sous-région ouest-africaine touchés par l'épidémie. Aujourd'hui, nous devons se donner la main, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, pour vaincre cette épidémie. Et je sais bien que c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire à travers le monde. Donc nous le remercions pour son leadership qu'il ne cesse de montrer. Nous allons en tout cas maintenir le cap tout en renforçant notre vigilance dans cette lutte commune contre Ebola. Renforcer la vigilance et la coopération frontalière pour couper rapidement la chaîne de contamination. Voilà le message fort du président de la République ici à Freetown. Donc si tous les 3 pays ont été isolés, la Sierra Leone a été plus isolée que la Guinée. Donc il faut que nous venons montrer notre compassion et notre soutien au peuple sierra-léonais. C'est pourquoi il est important que nous échangions nos expériences afin que nous puissions voir comment nous allons finir le plus tôt possible l'Ebola et surtout comment nous allons relancer notre économie. Donc nous devons renforcer la vigilance et notre coopération frontalière pour couper la chaîne de contamination afin que désormais nous parlons de la même voix, nous présentons un seul programme, que ce soit à Bruxelles, que ce soit aux Nations Unies ou au Fonds monétaire, et que nous ayons un programme clair que nous élaborons et dont nous avons la maîtrise, ce qui est très important. Les jours à venir, une réunion d'urgence sur la maladie à virus Ebola avec les dirigeants de l'espace Mano se tiendra à Conakry. Réunion au cours de laquelle un plan de riposte contre l'épidémie va être établi dans le souci de le soumettre à la communauté internationale afin qu'elle réagisse avec diligence. Sur ce plateau avec moi, Dr Sakoba Keita, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la cellule de riposte à Ebola. On vient de voir le président de la République au Libéria et en Sierra Leone. On a l'impression que la maîtrise de l'épidémie en Guinée passe aussi par l'implication de ces 2 États. Oui, c'est tout à fait effectif. Aucun de ces 3 États
ne peut se dire qu'il a fini la maladie sans d'activités consensuelles et synergiques menées par les trois. Donc dans ce sens-là, nous saluons l'engagement des trois chefs d'État et qui ont la volonté politique d'en finir avec cette maladie dans les meilleurs délais. Alors sur le terrain ce mardi, des cours ont été perturbés dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. En fait, tout a commencé, selon nos informations, à Sonfoniade, c'est dans Ratoma. Des rumeurs seraient à la base de ces perturbations, des rumeurs au sujet d'Ebola. Vous êtes le coordinateur national de cette cellule. On a trop de cas isolés actuellement de réticence. Imaya hier, aujourd'hui, Sonfonia. Qu'est-ce qui explique tout cela? Bon, tout d'abord, moi je voudrais rassurer la population guinéenne que la lutte contre Ebola évolue très bien chez nous. Donc quand nous prenons de façon épidémiologique, aujourd'hui on a pratiquement les préfectures de l'intérieur de notre pays, on a moins de zones de réticence. La dernière en date c'était à Forêt-Caria et Koya principalement. Et là nous avons de bonnes nouvelles que les zones de réticence continuent à être maîtrisées, que la population contribue. Par contre, l'attitude dans la capitale guinéenne nous surprend. Tous les partenaires ici présents sont très préoccupés. Ils ont peur que les cas ne s'explosent à partir de Conakry, compte tenu que durant les 2 dernières semaines, tous les décès communautaires que nous avons enregistrés sont positifs d'Ebola. Et il y a même des parents, des familles qui cachent et qui font des enterrements nocturnes. Aujourd'hui, on me l'a signalé. Donc, j'interpelle la capitale guinéenne que si on ne se donne pas la main pour inverser cette tendance et que les populations puissent contribuer à cette lutte, la maladie risque de rebondir. Donc aujourd'hui, la principale menace pour l'atteinte de nos objectifs de 0 Ebola en 60 jours constitue les réticences au niveau de Conakry. Et justement, avec ces réticences, est-ce que vous croyez encore que cet objectif-là, 0 Ebola en 60 jours, est tenable? Pour le moment, nous sommes au 30e jour du lancement de cet objectif. Nous l'avons lancé le 10 janvier dernier. Nous pensons qu'avec la collaboration des populations, on peut l'atteindre. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, avec les rumeurs dans les écoles, la Croix-Rouge qui n'a pas mandat de pulvériser dans les lieux publics ni dans les écoles. Donc on est en train de l'attribuer ce rôle. Depuis le début de cette riposte, on n'a jamais dit à la Croix-Rouge d'aller pulvériser dans les écoles. Les pulvérisations, c'est dans les domiciles des cas confirmés et souvent décédés. Et sur demande de la famille. On ne fait aucune pulvérisation sans le consentement des pères de famille ou des responsables de la famille. Donc vous nous dites que c'est simplement des rumeurs, que c'est faux? C'est des rumeurs et nous pensons que Conakry doit se ressaisir autour des rumeurs qui est en train d'entraver l'évolution normale. Je pense que si on se ressaisissait d'ici la fin de la semaine, nous pourrons prendre une nouvelle allure pour être dans l'objectif d'Ebola 0 en 72 qui est le 10 mars. Mais pour le moment, l'objectif est beaucoup menacé, surtout par les populations de Conakry qui font des rumeurs et qui occasionnent des scènes de violence autour de nos agents chargés d'intervenir dans les quartiers. Nous avons encore un mois pour parvenir à l'atteinte de cet objectif. Merci beaucoup, Dr Sakoba. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la cellule de riposte à Ebola. Donc je vous remercie. Dans l'actualité encore à Conakry, le bataillon Gangan se prépare pour rejoindre un autre pays voisin, le Mali cette fois-ci. Ce détachement militaire est en train d'abord de gagner en expérience et de se faire équiper avant déploiement. Les Américains viennent de faire un don d'équipement pour rehausser le niveau de cette formation. Sergent Alassane Diaby. Sur le parc central du bataillon spécial de Conakry sont disposés plusieurs équipements, notamment des engins roulants, du matériel d'éclairage et des équipements du génie. Au magasin B sont également stockés des fournitures de campement, de transmission et d'autres équipements qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de travail du soldat. Ces équipements sont offerts par les États-Unis d'Amérique au bataillon Gangan. L'élément le plus important, c'est la formation, la discipline et l'équipement, troisièmement. Aujourd'hui, c'est important, mais quand nous allons envoyer les troupes, les soldats au Mali, ça c'est encore plus important pour nous.
Ce geste des États-Unis est salué par le ministre délégué à la Défense nationale. Pour lui, le retour de l'armée guinéenne sur l'échiquier international est le fruit de la réforme du secteur de sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une étape décisive a été franchie dans le cadre de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. Et c'est aussi la concrétisation d'un idéal, d'un engagement et des directives du Monsieur le Président de la République, chef des armées, qui, dès son investiture, nous a demandé de tout mettre en œuvre dans le cadre de la réforme pour que la Guinée retrouve sa place dans le concert des nations. Aujourd'hui, c'est chose faite. Récemment, une mission d'inspection onusienne a passé en revue ces équipements. Des équipements déclarés conformes aux normes standards des Nations Unies. La campagne agricole 2014, acquis et faiblesse, la rencontre s'est tenue à Cancan. Les acteurs de la terre se posent des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Que faut-il corriger pour améliorer les rendements en 2015? Autant de questions, mais un point de satisfaction en 2014. Les intrants avaient été livrés à temps. Fodé Camara. Avec aux différentes loges les responsables des projets et programmes des services centraux, régionaux et préfectoraux, la famille agricole au sens élargi du terme est à Cancan. L'objectif de cette concertation annuelle de l'administration agricole est de dresser un bilan critique des activités de l'année budgétaire 2014 et esquisser les perspectives pour 2015. Un document d'orientation a été élaboré qui est en fait le rapport de l'atelier qui a indiqué, au-delà de la partie protocolaire, a indiqué quelles sont les différentes problématiques du développement du secteur rural actuellement et quelles sont les recommandations qui en découlent. À partir de ces recommandations-là, nous pourrons faire des plans d'action. Chaque acteur tirera de ce plan d'action son propre plan d'action, ses propres indicateurs. Au cours de ces 3 jours de travaux, les participants du forum de Cancan ont mis sous la sellette le segment de l'encadrement avec la faible couverture des producteurs à cause de l'insuffisance des agents du conseil agricole. Autre défi, le manque de statistiques fiables pour une évaluation exhaustive de la production nationale, fortement affectée cette année par la fièvre hémorragique à virus Ebola, surtout en Guinée forestière. Faire revenir ces paysans qui ont quitté des villages entiers, qui ne sont toujours pas revenus, et c'est à nous de les accompagner et aussi à tous les niveaux, au niveau des intrants, mais au niveau des équipements. Et aussi un appui certainement psychologique, de leur dire qu'ils ne sont plus du tout des parias, au contraire, l'État, la nation a besoin d'eux et qu'ils font partie de cette grande nation et ils ont un rôle important à y jouer. Ce forum a permis d'identifier des zones non encore couvertes par des projets et programmes d'appui public. Le personnel est réduit, les bureaux n'existent pas, donc voilà le problème, un des problèmes qui se trouve à Koubia. La deuxième chose aussi, aucun projet n'évolue à Koubia malheureusement. Très marquée par cette requête, la ministre de l'Agriculture, Jacqueline Sultan, s'engage à mettre en place un centre de prestations agricoles à Koubia et l'intégration de la préfecture dans le programme spécial d'appui au développement de l'horticulture périurbaine et urbaine. Beaucoup d'attentes électriques à Conakry, mais pas seulement, à Dubrika aussi. Dubrika qui abrite le barrage de Kaleta. Déjà, les habitants de Badi et Tondon se planifient. Comment mettre ce atout d'électricité en valeur pour promouvoir le développement communautaire? Abdoulaye Diallo. À plus de 100 km de Conakry, nous sommes dans les sous-préfectures de Badi et de Tondon. Ici, les ressortissants se retrouvent avec leurs concitoyens pour discuter des préoccupations de ces deux localités. Des localités qui abritent le barrage hydroélectrique de Kaleta. Aujourd'hui, le projet Kaleta, ce n'est pas un projet qu'on doit minimiser. C'est un projet national, c'est le projet du professeur Alpha. Je voudrais que nous tous, nous Guinéens, et particulièrement nous, qui sommes de cette localité où est situé ce projet, nous nous lèvons, nous parlons le même langage. Parce que nous ne voulons pas de perturbations, il faut que ce projet aille jusqu'au bout. Quand Kaleta sera fini, soit petit aussi, soit engagé. Nous qui sommes en dehors de nos localités, de nos villages, et ceux qui y vivent,
n'ont pas les mêmes pensées raisonnables, n'ont pas les mêmes analyses, n'ont pas les mêmes compréhensions de l'action du gouvernement, de l'action de développement. Donc c'est à nous de les initier, de les expliquer qu'est-ce que c'est un développement d'une localité. Donc c'est pourquoi cette incompréhension que nous avons voulu lever aujourd'hui, pour qu'ils sachent que nous devons participer au même titre qu'au développement de nos localités, quand bien même que nous ne vivons pas, parce que nous sommes appelés à d'autres fonctions, nous sommes appelés à d'autres lieux. À travers cette initiative, les ressortissants de Badi et de Tondon entendent s'impliquer dans le développement communautaire. C'est pourquoi, pour atteindre l'objectif, ils décident de se fédérer autour de l'association des ressortissants et résidents de l'Abaya. Nous avons beaucoup apprécié cela. C'est pourquoi nous avons répondu à leur appel, parce que nous savons que c'est d'une importance capitale. Nous savons que quand les ressortissants se donnent la main avec les locaux, nous savons qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Une initiative saluée par les autorités communales. Elle invite les ressortissants et résidents de ces deux localités à intensifier de telles rencontres qui visent à renforcer le tissu social et à discuter de l'avenir de l'Abaya. Un autre projet dont les retombées sont très attendues, c'est le projet Simandou. Des nouvelles rassurantes nous parviennent de Londres avec la poursuite des études de faisabilité bancable. Le ministre guinéen des Mines était à Londres pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Explication, Mamadou Alpha Baldé. Les études de faisabilité bancable sur le projet Simandou avancent. À Londres, où sont basés les bureaux de Rio Tinto aménagés à cet effet, le ministre guinéen des Mines est venu apprécier le niveau d'avancement des travaux. D'abord, un tête-à-tête avec le numéro 1 de Rio Tinto, Sam Walsh, puis un entretien avec les 125 ingénieurs et autres professionnels mobilisés pour le succès de cette phase importante. Ces études permettront aux partenaires d'avoir des renseignements fiables et détaillés sur le projet en vue de le soumettre au consortium d'investisseurs qui devra financer la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires du projet Simandou. Oui, je pense que cette visite a été très instructive parce que lorsqu'on voit tout ce qui est fait ici, ça démontre que les partenaires de Rio Tinto, de Chinalco, de la SFC sont vraiment sérieux à propos du projet Simandou. Il y a des difficultés sur le financement, sur la mine, sur le chemin de fer, sur le port, mais je suis sûr qu'avec l'engagement des uns et des autres, ce projet est maintenant vraiment sur des rails solides. Cette phase d'étude de faisabilité bancable résulte de la signature du cadre d'investissement du projet suivi de sa ratification par l'Assemblée nationale le 8 juillet 2014. Déjà, le gouvernement guinéen, Rio Tinto, Chinalco et la Société financière internationale multiplient les rencontres avec les marchés investisseurs, ce pour créer un consortium d'investisseurs. Monsieur le ministre d'État Kerfala Yansani n'aura pas manqué de remarquer le travail du gouvernement et le processus de prise de décision. Il est pour nous une partie prenante clé. Il a joué un rôle prépondérant pendant les négociations qui ont abouti sur le cadre d'investissement. Nous nous sommes tous engagés à livrer ce à quoi le gouvernement s'attend. Je suis donc heureux de le recevoir aujourd'hui. J'ai insisté personnellement à ce qu'il se rende dans ce bureau car il jouera un rôle essentiel dans la livraison du projet dans son ensemble. Avec l'implication des acteurs, le projet Simandou avance. Une fois les études de faisabilité complétées, sa matérialisation devrait enfin démarrer. Et cette note du bureau de presse de la présidence de la République pour dire que, mesdames et messieurs les commissaires membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains sont convoqués en assemblée générale demain, 11 février 2014, à partir de 10 h dans la salle des actes de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. L'ordre du jour portant sur la mise en place du bureau de l'institution, la présence de tous est obligatoire. Le ministère de l'Environnement a reçu un don de la part de la société Topaz, 1000 poubelles à repartir entre les 5 communes de Conakry en geste pour améliorer le cadre de vie des populations de la capitale, conformément à la politique appliquée par la ministre Adja Kadiatou Ndiaye. Le reportage est signé à Moussa Komara.
Des poubelles pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. C'est un geste de la société Topaz Multiservice. L'ambition est d'accompagner l'effort des autorités dans la lutte contre l'insalubrité dans la capitale. Ne ménagera aucun effort pour accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique nationale de l'assainissement. Depuis 4 ans, beaucoup d'énergie sont dégagées par les autorités pour rendre Conakry une ville attrayante. En dépit de ces efforts, la population reste encore menacée par les immondices. En cause, le manque d'installation des kits d'assainissement. C'est un ouf de soulagement pour nous, parce qu'il faut reconnaître que vous pouvez sillonner toute la capitale, vous ne voulez aucune poubelle. Donc le fait qu'on ait un programme de 5000 poubelles à redistribuer dans les quartiers, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est sûr que ça va porter un coup à l'amélioration de la qualité du cadre de vie de nos populations. L'insalubrité et la pollution de l'environnement restent des défis majeurs pour les autorités en charge de l'environnement des eaux et forêts. Selon une étude réalisée par le service public de transfert des déchets, Conakry produit 800 tonnes de déchets par jour. Mon département est conscient que la propriété de la capitale est un atout préalable en termes d'amélioration de la qualité du cadre de vie, de la préservation de la santé des populations, d'attractivité des investisseurs étrangers et des touristes. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour utiliser de façon judicieuse ce don octroyé par Topaz Multi-Industrie. Dans les jours à venir, une vaste campagne de sensibilisation et d'information sera lancée. C'est là pour inviter la population à s'impliquer activement dans l'assainissement et la préservation de l'environnement. Je rappelle que les commissaires membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains sont convoqués en Assemblée générale demain, 11 février 2015, à partir de 10h. Talibé Diallo a regagné sa dernière demeure ce mardi. Il est décédé jeudi dernier des suites de maladie. Talibé Diallo était le ministre des Postes et Télécommunications du gouvernement de la transition. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'est rendu à la maison mortuaire pour la présentation des condoléances. Ousmane Bangoura, Kabassouma. Après avoir rendu de loyaux services à la nation, Talibé Diallo a regagné sa dernière demeure ce mardi à Conakry. Décédé le jeudi 5 février 2015 à son domicile des suites de maladie. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné de certains ministres, s'est rendu à la maison mortière pour la présentation des condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, et du gouvernement présenter nos condoléances à la famille du défunt que nous avons connu, qui fut ministre de la République. Il fut ministre lors de la transition. Il a œuvré aux côtés de ses pairs pour l'émergence de la démocratie dans ce pays. Et il a participé activement à cette lutte, à ce combat. Sa mort est une grande perte pour sa famille et pour le peuple de Guinée. C'est pour cela que le chef de l'État, malgré son agenda, a souhaité que le gouvernement soit là, assiste à ses funérailles et présente ses condoléances et dise à cette famille qu'il se tient à leur côté en ces moments douloureux. Donc nous-mêmes, nous prions Dieu pour que l'âme du défunt repose en paix. Talibé Diallo, que la mort vient arracher à notre affection, fut ministre des Postes et Télécommunications du gouvernement de la transition. Les collaborateurs se souviennent de l'homme. Je retiens d'abord que c'était un ami, un copain, un frère. J'étais avec lui dans une intimité close, ce qui fait qu'on ne pouvait pas réfléchir tout seul. On avait appris à communiquer sur toutes choses de telle manière qu'on parfois on n'avait pas besoin de paroles pour parler. La Guinée perd un homme politique, en même temps un technocrate de haut niveau. Il a été un homme exemplaire, un homme de paix, un homme discret, peu bavard, avec plein d'action. Et il reste modèle pour nous. Son père exemplaire, digne, qui avait des valeurs, des vraies valeurs. Et cet héritage, on le garde en nous. Talibé Diallo est né en 1946 à Gawal. Il s'en va en laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. Ici, collaborateurs,
Parents et amis, c'est la consternation. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Un devoir de mémoire pour une autre illustre disparue, morte assassinée, Mbalia Camara, 60 ans après son assassinat. Elle est restée une des grandes figures de l'histoire récente de la Guinée. Cette femme symbolise le refus à l'oppression et comme je vous le disais, 60 ans après, on se souvient encore d'elle. Sayon Camara, Djana Yansane. 9 février 1955, 9 février 2015. Il y a de cela 60 ans, jour pour jour, que l'héroïne Mbalia Camara a été assassinée à Tondon dans son village. Cette date anniversaire est commémorée cette année à travers la lecture du Saint-Coran. Les parents et les compagnons politiques de l'héroïne se retrouvent au siège du parti PDG-RDA qui a conduit la Guinée à l'indépendance. Priez pour elle. Ce n'est pas nous du PDG seulement qui devrions célébrer le souvenir de Mbalia Camara. C'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui qui devrait se souvenir. Et surtout les femmes. Les femmes, elle a été comme un précurseur de la place de la femme dans la société guinéenne. Nous sommes fiers de Mbalia Camara et nous le réaffirmons en tant que PDG. C'est pourquoi nous prions pour ça, pour son âme, pour le repos éternel de son âme, celui de ses collègues, camarades militants, Ahmed Sékou Touré, Mafori Bangoura et tant d'autres. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, Mbalia Camara reste un symbole de la Guinée dans le combat pour la dignité noire. Elle est immortalisée à travers ses actes qui demeurent des sources d'inspiration pour la nouvelle génération. Notre ONG a été créée pour immortaliser son nom parce qu'elle a œuvré dans la lutte de la libération nationale. Et pour montrer à toutes les femmes de la Guinée que nous sommes au devant de la scène, de prendre l'exemple sur Mbalia pour conduire ce pays dans le bonheur. Sans les femmes, rien n'est possible. A rappeler que Mbalia Camara a été une figure marquante anticoloniale aux côtés du premier président Ahmed Sékou Touré. Que leur âme repose en paix. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Au sommaire de ce journal aujourd'hui, cette visite d'État, professeur Alpha Condé qui rentre du Libéria, de la Sierra Leone. Il s'est entretenu avec les présidents des deux pays au sujet de la fièvre hémorragique virale Ebola. Une rencontre bilan à Cancan. Les acteurs évoquent les acquis ratés de la campagne agricole 2014. Et là, vous voyez ce don de 1000 poubelles pour débarrasser les rues de Conakry d'ordures. Demain, à 20h30, vous serez avec Falilou Diallo pour le journal complet. Bonsoir.